Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des sorties de jeux de société. Bienvenue, installez-vous. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sur YouTube pour le replay et sur Twitch, c'est le samedi matin à 11 h. On va commencer tout de suite par donc la petite sélection des sorties de cette semaine, donc du 14 février. Bienvenue, installez-vous. On passe sur la fiche My Ludo de chaque jeu. Donc là, vous avez un petit aperçu un petit peu de ce qui est sorti cette semaine. Avec quelques gros jeux, quelques petites surprises, quelques jeux qui sortent de on ne sait où, mais qui ont l'air quand même d'être plutôt assez intéressants. Et je vous propose de commencer avec Behind the Horizon qui est sorti donc, ça y est, ce vendredi 14 février. Ce gros jeu de Cranio Edition en français par Super Meeple aux alentours de 66 €, de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Behind the Horizon, c'est la réédition, si vous voulez, du jeu du même auteur, donc Beyond the Sun. Donc que vous connaissez peut-être, c'est ce jeu où vous allez développer en fait votre propre civilisation. Vous allez explorer sur une carte que vous allez créer en fait au fur et à mesure de la partie, mais principalement c'est vous allez développer vos connaissances avec justement cet arbre comme on voit ici, cet arbre de technologie que nous allons donc découvrir au fur et à mesure de la partie. Début de partie, on a quatre technologies de visibles qu'on va pouvoir aller donc étudier et connaître, et par la suite on va pouvoir par justement cet arbre de technologie et bien débloquer des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances pour avoir tout simplement des actions plus fortes, plus développées pour pouvoir encore plus tout simplement gagner des points. La différence avec Beyond the Sun, c'est que dans Beyond the Sun, ce plateau d'exploration, c'était un plateau d'exploration, mais qui n'était pas, qui n'évoluait pas. C'était simplement des planètes où on allait positionner nos vaisseaux. Là, c'est vraiment des tuiles qu'on va explorer avec également des bâtiments. Et c'est sur ces tuiles-là qu'on va poser nos jetons qu'on a ici, qui ne sont pas visibles là, mais que normalement on a sur notre plateau. Nos jetons de population et également nos jetons qui vont permettre de débloquer des phases de revenus, etc., etc. Donc c'est vraiment un jeu où on commence, on a pratiquement, on va dire, à rien du tout. Et au fur et à mesure de la partie, eh bien on va débloquer des compétences, on va avoir de plus en plus de choix et plus en plus d'actions pour des actions encore plus fortes. Vraiment, vraiment pas mal. Je ne saurais pas dire si je préfère Beyond the Sun ou Beyond the Horizon. C'est vraiment des jeux qui sont très sensiblement identiques par leur mécanique en fait. Mais l'univers et les petites nuances font que c'est vraiment en fait deux jeux qui sont assez différents. Au niveau de l'esthétisme, j'aime beaucoup Beyond the Horizon, mais j'aime beaucoup aussi Beyond the Sun. Ce visuel très froid, très blanc, comme souvent disent des tableurs Excel et tout, ben moi je trouve que ça colle très très bien au thème, assez froid en fait dans l'espace, du coup, parce que Beyond the Sun ça se passe dans l'espace, ça ne me dérange absolument pas, donc voilà. Beyond the Sun, Beyond the Horizon du coup, qui est ressorti ici, donc dans cette grosse boîte. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout le même format de boîte. Là, pour l'édition Beyond the Horizon de chez Super Meeple et Cranio, c'est une grosse boîte avec un format vertical, on va dire plus ou moins classique en fait, hein, bon, sauf que c'est pas carré. Et Beyond the Sun était une... Je l'ai là-haut, mais je ne vais pas l'attraper. Était une boîte assez plate, beaucoup plus plate. Vous allez voir que derrière, mon assistant qui arrive, il va me l'attraper, ouais. C'est une boîte qui est donc assez plate et beaucoup plus grande par rapport à ça. Hop là, voilà. Donc Beyond the Horizon, facile à ranger. Beyond the Sun, qui est pas compliqué, qui est pas facile à ranger. Du coup, il est au-dessus de la bibliothèque. Voilà, donc Beyond the Sun,
avec hop là, le plateau arbre de technologie. On retrouve les plateaux individuels avec les jetons. Et voilà l'espace lointain que je vous parlais pour au niveau que ce soit des tuiles de découverte, ce sont des planètes. Voilà pour Beyond the Sun que j'avais énormément aimé. C'est sorti en français chez Matago et c'est un jeu de Rio Grande Games. Hop là, voilà, et donc toujours du même auteur. Donc le même auteur, c'est Adam... Non, alors c'est Deniska Chan pour Beyond the Sun. Et avec Beyond the Horizon, il s'est fait aider de Adam Hill, Ben Pitchback et Matt Riddle. Illustré par Agnieszka Dabrowska et Clément France. Donc c'est Néoludis qui distribue en français, édité par Super Meeple en français et Cranio Edison. Et je lui avais mis la petite note de 6,5. Voilà, bon, c'est une note tout à fait correcte. Le jeu... Salut Cloupey, bienvenue, je vais vous écouter en bricolant. Eh ben écoute, monte le son et bonne séance de bricolage. Hop. Celui-ci, donc, je voulais vous parler de Origine, puisque on enchaîne un petit peu sur la même, on va dire, thématique, c'est-à-dire que on va pas créer une civilisation, mais en tout cas, on va créer un monde. Donc, c'est un petit peu dans le même, on va dire, dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on va jouer des dieux, on va dire, et on va tout simplement, en fait, créer une nouvelle planète. Le visuel de la boîte me plaît énormément. Je trouve ça vraiment superbe. C'est illustré par Lisa Bertrand, c'est un jeu de Julien Griffon, et ça sort chez Okaluda. Ça me plaît énormément. C'est dommage qu'on n'a pas de visuel, mais j'ai quand même bien envie d'aller vous montrer. J'irai voir peut-être sur... on va y aller vite fait, parce que je trouve quand même que c'est dommage. Okaluda, ce sont ses auteurs, ses éditeurs... Est-ce que je peux faire comme ça? Parce que j'ai vu sur la page de Okaluda, mais c'est dommage que là, il n'y a pas plus de... qu'il n'y ait pas plus de photos. Allez, on va faire une petite recherche vite fait. Les nouveautés, tac, voilà. Donc il se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes, donc assez rapide. Des joueurs à partir de 10 ans, donc c'est peut-être pas si accessible que ça. C'est pas du 8+, mais enfin c'est famille plus dans la catégorie. Voilà donc le matériel qui est, je trouve ça super joli, avec ces 4 quartiers de planètes, avec des espèces de jetons qu'on va positionner sur les planètes. Ce sont des jetons éléments qui vont avoir des pouvoirs, et on va essayer de faire des espèces de combinaisons en fait de jetons suivant les traits, comment ils sont positionnés. J'en sais pas beaucoup plus, mais visuellement, alors vous avez une vidéo, je ne l'ai pas regardée, on ira la regarder plus tard. N'hésitez pas vous de votre côté à y aller. Il y a un ludochrono en plus qui est fait. Tiens, ça, quand j'y suis allé hier, il n'y était pas, cette vidéo ludochrono. Donc ils ont dû l'ajouter très très récemment. Vous avez toutes les données. Vous pouvez même regarder les règles du jeu. Coopératif, déduction et stratégie. Voilà. Bon, moi déjà, je vois ce plateau, je vois ces couleurs, je vois ce graphisme avec un petit sac avec des jetons à l'intérieur. J'ai envie d'y jouer. Donc ça, c'est Origine chez Okaluda. Et donc je peux vous proposer de rester chez Okaluda avec ce prochain jeu, c'est Duke, un jeu de cartes donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes, où à notre tour de jeu, en fait on va créer un espèce de champ de bataille, mais uniquement avec des cartes, avec une première ligne ici qui va être une ligne de défense et une seconde ligne qui va être une ligne d'attaque. Et donc à mon tour de jeu, on va créer petit à petit en fait des colonnes, et il faut que le joueur suivant, eh bien, il faut qu'il mette une carte de valeur identique. Alors je ne sais plus exactement si c'est en attaque ou en valeur par rapport à la ligne d'attaque ou de défense du joueur précédent. Et il y a après une espèce de résolution en fonction des valeurs de cartes, et on gagne des points en fonction de ce qu'on a réussi à garder sur notre plateau. J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, c'est
des jeux de cartes comme ça, moi, qui me tentent bien, parce que ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Assez simple, assez stratégique, avec juste des valeurs et des couleurs. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais le mettre tiens, dans la wishlist, comme ça je m'en souviendrai si jamais. Donc il est sorti la semaine dernière, enfin vendredi là. Il est quand même 14,90€ pour un jeu avec juste des cartes. À voir ce que ça propose. Il y a 32 cartes, 15 jetons de score et la règle du jeu. C'est un jeu de Christophe Fievé, Miguel Vetter et illustré par Yann Parovel. Et donc c'est sorti celui-ci aussi chez Okaluda. Hop, je me remets ici. Et salut Logan Serval. Alors, Logan Serval, tu me dis c'est moins joli que Camille pour le même jeu. C'est pour ça que ça me disait quelque chose, tu vois, parce que Camille, effectivement, c'est ce jeu dans cet univers très japonais, avec des superbes illustrations qui est également chez Okaluda. Et il me semble bien que c'était un petit peu dans le même style, où tu posais des cartes, tu te souviens, où tu faisais une série d'alignements de cartes. Et suivant ce que... Il y avait des cartes visibles et des cartes face cachée. Je me souviens plus exactement, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, Logan Serval, ça me parle maintenant que tu me dis ça, ouais. Donc c'était effectivement Camille, toujours chez Okaluda. Alors pourquoi ils ont fait une réédition de ce jeu-là qui était quand même plutôt très très joli. Peut-être que ce soit plus familial, enfin en tout cas voilà que ça donne peut-être plus, on va dire pour les joueurs qui rentrent dans une boutique de jeux, plus avenant plutôt qu'un jeu comme Camille qui avait quand même une couverture et des cartes assez particulières. C'était très joli, hein, mais on va peut-être même pouvoir aller regarder ça. Du coup, si je fais Camille, voilà, c'était ce jeu-là effectivement. Donc on crée, voilà, c'est ça, ben pareil, avec une ligne d'attaque et une ligne de défense, avec des personnages qui ont des pouvoirs. Il y avait une espèce de majorité, suivant qui est-ce qui jouait, à qui c'était de jouer. Je me souviens plus très très bien, mais je sais qu'on y avait joué, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, ça m'avait bien plu quand même. Et donc voilà, c'est... il n'y a pas d'auteur, voilà. Mais je pense parce que Camille c'est plus un jeu qui reprend des mécaniques d'un jeu comme le skijo reprend le jeu du golf. Camille reprend les mécaniques d'un certain type de jeu. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas d'auteur en tout cas, ou alors c'est plus Okaluda en fait qui ont fait ce jeu. Voilà. Ben, en tout cas, bienvenue Logan Serval et merci pour l'info. Effectivement, maintenant que tu le dis, ça me parle tout à fait. Donc on a maintenant l'info. Alors, on va rester un petit peu dans le même univers, avec Chu-Han qui sort chez Matago dans leur gamme Historia. Chu-Han, c'est un jeu pour 2 joueurs de cartes et d'affrontement, où les deux joueurs vont s'affronter pour essayer de prendre le pouvoir, en tout cas sur l'empire chinois. L'empereur très célèbre, dont j'ai oublié le nom, est mort. Peut-être que on va le retrouver ici. Bref, c'est ce fameux empereur qui a fait construire ce grand mausolée avec les statues des soldats en terre cuite, entre autres. Donc cet empereur est mort et donc les dynasties, en tout cas les autres, vont se disputer l'empire. Et donc dans ce jeu-là, nous incarnons chacun des 2 joueurs, chacun une famille, la famille des Chu et l'autre la famille des Han, et on va se disputer l'empire à coups de cartes. Alors c'est un mélange, c'est un petit peu, c'est pas vraiment du pli, c'est pas vraiment du jeu de défausse, c'est une espèce de mix des deux, avec toujours cette espèce de si je veux jouer des cartes, il faut que mes cartes que je veux jouer soient un petit peu supérieures à les cartes qui ont été jouées précédemment. Voilà, je n'y ai pas encore joué, j'ai la boîte ici.
Donc je vous en reparlerai très rapidement quand on aura fait une partie. Vous voyez, c'est pas une très très grosse boîte, hein, donc Chuan. C'est un jeu de Tom Lehmann, qui est donc l'auteur très connu de Res Arcana. Donc déjà voilà, ça promet. Qui se joue que à 2 joueurs, à partir de 14 ans. Donc voilà, un jeu qui est quand même assez... on va dire initié, pour des parties d'environ 45 minutes. Donc j'ai l'impression que sur les les jeux à 2 joueurs, on part sur des jeux qui sont pas forcément courts et ramassés. Puisque la semaine dernière, je vous avais parlé de Monumental Duel, qui sont des parties assez longues. Et donc là, pareil, c'est des parties qui sont de 45 minutes. Donc c'est un jeu de Tom Lehmann et illustré par Maxime Erso et Ryan Ferreira. Alors, et les illustrations sont... c'est peut-être le petit couac, c'est-à-dire que les illustrations sont quand même pas mal tirées d'intelligence artificielle qui ont probablement été retravaillées, puisqu'il y a 2 illustrateurs sur le jeu, Maxime Erso et Ryan Ferreira. Mais voilà, avec des illustrations. Alors hop, peut-être si je vous montre de plus près comme ça, pour par exemple une carte d'un joueur avec pas mal d'informations. Voilà, hop là. Donc je n'y ai pas joué, je ne peux pas vous dire tout ce que ça fait comme effet. Voilà. Hop, on va passer donc au jeu suivant, et c'est pareil, on va encore une fois rester dans le même univers avec Genpei, je ne sais pas, qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo à partir de 14 ans pour des parties tout aussi longues de 40 à 45 minutes. Celui-ci il me donne très 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 envie, toujours dans le même univers un petit peu japonais. Là on voit une espèce de samouraï. Donc ça sort chez Bad Boom Game. C'est un jeu de Bernat Buxos et c'est distribué par Neoludis en français. Pas de illustratrice au crédit sur MyLudo, mais probablement qu'il doit y en avoir un. Il me semble que je l'avais vu, c'est un studio d'illustrateurs. Donc, eh bien, on refait exactement le même pitch que je viens de vous faire dans Chuan, c'est-à-dire l'empereur est mort et les clans se disputent un petit peu l'empire pour savoir qui est-ce qui montera sur le trône, en gros, même si c'est un empire chinois. Donc c'est pareil, ça va se jouer avec des cartes. Et à notre tour de jeu, on va tout simplement jouer une carte. Et cette carte-là va nous permettre de faire une action qui va nous permettre de faire d'autres actions avec j'ai l'impression, pas mal de combos. C'est dommage que c'est pareil, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de photo. Où c'est que j'ai vu on va faire un copier-coller pour aller chercher sur Google, alors moi j'aime bien aller sur... On va prendre 2 minutes pour le faire. Pour aller directement sur le site de l'éditeur. Non jeux. Voilà, cet éditeur-là, c'est l'éditeur qui a édité en français Le Bal des Chaudrons, qui est un de mes jeux favoris. Et ça, et Fliptown aussi, qui est très très bon. Voilà, il est là. Donc là, j'espère qu'il y a un petit peu plus de photos. Voilà. Alors on voit que les photos sont... c'est quand même très très flashy. Donc c'est un monde un petit peu anthropomorphe, hein, puisqu'on est des animaux. Samouraï. C'est très flashy, mais en même temps, j'ai l'impression que ça reste quand même relativement assez lisible sur le plateau. On voit bien qu'il y a 4 familles, puisque ce sont effectivement ça, les grandes familles qui vont se disputer l'Empire, avec sur ces 4 familles, 5 emplacements où on va pouvoir venir faire nos actions. Sur chaque famille, il y a un petit totem.
Et donc, à mon tour de jeu, quand je vais jouer une carte, tout simplement, je vais activer la couleur de la carte. Donc, si je joue une carte bleue, bien, je vais faire une action qui est ici. C'est-à-dire que je vais prendre ce jeton, je vais le déplacer ici ou ici, et je vais faire l'action tout simplement indiquée. Il y a pas mal de matériel avec des jetons qu'on va pouvoir positionner pour gagner. J'ai l'impression, je n'y ai pas joué, mais je vais y jouer certainement bientôt. Des espèces de, peut-être, de majorité en fonction des familles qui sont plus ou moins influentes à la fin de la partie. J'imagine qu'il y a une espèce de scoring en fonction de majorité, de ce qu'on a réussi nous à faire dans notre main de carte ou dans notre espace individuel. Mais je le trouve vraiment magnifique. C'est superbe avec ce plateau, toutes ces cartes, ces superbes illustrations. J'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. Il a l'air plutôt accessible, j'ai l'impression, même si ils disent à partir de 14 ans. Voilà, Voyager Illustration pour les illustrations. Donc vous avez une vidéo de présentation du jeu en anglais si vous voulez aller voir sur le jeu pour en savoir un petit peu plus. Donc ça, j'ai dit de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, voilà. Donc il est disponible depuis vendredi 14 aux alentours de 30 €. Il est forcément dans la wishlist, donc ça c'est pareil. Je vous en reparlerai, je pense, à la fin du mois de... Enfin, début mars. Je vous en reparlerai à coup sûr. Hop, je remets un petit peu. Voyons un petit peu. Salut Max, bienvenue, coucou. Donc Genpei juste pour la DA, j'ai envie de le tester, le thème me plaît aussi, et le côté deck building. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un côté deck building, même si, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, c'est qu'à notre tour, on va tout simplement avoir 2 cartes en main et on va en jouer une. Donc le deck building, je vois pas vraiment pour où est-ce qu'il est, mais probablement que il doit y avoir cette espèce de mécanique. Eh bien, pour la 3e fois, même voire plus, parce qu'on a parlé de Origin, on a parlé de Camille, on a parlé de Juan, on vient de parler de Genpei, eh bien on reste dans le même univers, alors asiatique en tout cas, avec rien à voir, mais Hibashi Fire Up avec justement ces animaux anthropomorphes qui font de la cuisine et donc toujours un petit peu dans cette ambiance un petit peu, on va dire, japonisante où on va faire des recettes. Tout simplement, ça n'a plus rien à voir avec les batailles empiriques, mais donc on va faire des recettes. Comment on fait ces recettes? On va tout simplement récolter des ingrédients. Comment on récolte ces ingrédients? Eh bien, vous voyez sur la photo, on va y balancer des jetons de poker perforés. C'est la réédition de Hibashi, et Hibashi était la réédition d'un précédent jeu dont je n'ai plus le nom en tête. Tout simplement, à mon tour de jeu, je vais prendre un de mes jetons à ma couleur, je vais le lancer sur le plateau en respectant quelques règles et contraintes, et suivant où est-ce qu'est le jeton, à la fin de la manche, je vais récupérer les ingrédients qui sont indiqués. Alors évidemment, je ne vais pas le récupérer dès que je le lance en fait, puisque tous les joueurs vont lancer leurs jetons sur le plateau, donc il va y avoir un petit peu, peut-être même probablement, de la bousculade. Une fois que tout le monde a balancé ses jetons, et bien à ce moment-là, on regarde, par exemple, ce joueur-là, le joueur qui a ce jeton noir, et bien il n'a absolument rien récupéré. Ces deux-là, le rouge et le bleu, ils ont récupéré du riz, lui du champignon, lui il a rien récupéré, lui peut-être qu'il a probablement récupéré des nouilles et tout. Donc à partir du moment où le jeton, on va dire, il est validé, 2 choix s'offrent à nous, enfin même peut-être un petit peu plus, mais principalement 2, c'est-à-dire que soit j'achète l'ingrédient indiqué, donc là je pourrais acheter du riz, il va falloir retourner les jetons pour voir la valeur du riz, puisque chaque jeton, on le voit, voyons si je me mets comme ça, donc les jetons, vous voyez comme ça, celui-ci on voit que c'est une valeur de 400, ça va pas faire la mise au point mais c'est pas grave. Donc quand je les lance, on ne le voit pas ça forcément, mais après on va les retourner. Donc si j'ai ce jeton-là sur le plateau principal, sur un ingrédient, et bien tout simplement ça veut dire que la valeur
de l'ingrédient est de 400. Attention, s'il y a plusieurs, là en l'occurrence il y en a 2, eh bien on va additionner, donc ça va coûter encore plus cher. Donc si j'ai besoin de riz, ben, je vais devoir le payer en valeur des jetons. Par contre, je peux très bien vendre je peux du coup la vendre. C'est-à-dire que là, si il y a un jeton 100 et un jeton 400 par exemple, donc le riz a une valeur de 500, donc en fait tout simplement multiplié par 2 pour la vente. Donc si c'est 500, je peux donc l'acheter pour 500, mais je peux le vendre pour 1000. Voilà, tout simplement, si j'ai besoin de thunes pour acheter des cartes. Je peux décider donc aussi également sur un jeton qui n'aurait pas été validé ou un jeton qui a été validé mais je n'ai pas besoin de l'ingrédient. Par exemple, je dis ben, celui-ci il me sert pour faire une action de recette tout simplement. Si j'ai réuni les 3 ingrédients d'une recette qui sont visibles pour tout le monde, eh bien je peux défausser on va dire un jeton pour faire une recette. À ce moment-là, je défausse mes cartes. Donc les ingrédients, en fait, ils sont disposés tout autour du plateau. Ce sont tout simplement des cartes. Je défausse mes ingrédients, je les remets sur les pioches et je prends la carte. Le premier joueur qui a 3 recettes remporte la partie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors nous, on y a joué à 2. Ça marche très bien à 2, aucun problème. C'est plutôt rigolo. Par contre, le truc, c'est que je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir d'espace pour pouvoir un petit peu tourner autour de la table et balancer un petit peu nos jetons à l'endroit où on veut. C'est très drôle parce que forcément tu as ton jeton, tu te dis ouais génial, il est tombé pile sur l'ingrédient que je veux. En fait je l'ai encore installé sur le côté. Et forcément, ton adversaire, il va balancer un jeton pour essayer de te pousser. Et même toi-même, tu vas pouvoir te pousser toi-même. Donc, il faut avoir un petit peu de dextérité. C'est pas de la pichenette, c'est tout simplement du lancer de jetons. C'est plutôt, on a bien rigolé, c'était plutôt fun. Ça mériterait sur le côté du plateau. J'aurais bien aimé ici là, marquer un petit rappel des pouvoirs de ces actions-là. Et à chaque tour, quelque chose qui rappelle un petit peu, mais très succinctement, le tour de jeu ou les règles. Parce que dans un jeu qui est clairement un jeu d'ambiance comme ça, je trouve qu'il y a peut-être entre guillemets trop de règles. C'est pas qu'il y a trop de règles, mais moi j'ai envie de jouer sur ce genre de jeu, j'ai envie de lancer les trucs et puis de récupérer sans me poser trop de questions. C'est pas aussi simple que ça. Donc j'aurais bien aimé sur le plateau un petit endroit où ils disent voilà, tour de jeu, par exemple, un jeton ça fait ci, si tu fais ça, etc. etc. Bref. Mais voilà, ça n'empêche pas. Cet après-midi, on a une après-midi jeu à 4 joueurs, je pense que je vais le prendre. Ils l'ont, voilà, on va le prendre parce que j'ai envie de jouer, au moins de faire quelques tours pour voir ce que ça donne à 4 joueurs avec tous ces jetons au milieu de la table. Je pense que ça peut être très très rigolo. Donc on est des animaux anthropomorphes dans un univers japonisant, donc on reste encore une fois dans ce même univers que Genpei qui restait dans le même univers que Chuan, et Chuan qui restait dans le même univers que Kami. On a fait une petite boucle, et pour la transition de Hibashi, hop, on va rester sur un jeu d'ambiance. Salut la ZDJ, coucou, bienvenue, comment ça va? Mais oui, écoute la ZDJ, franchement, Hibashi c'est vraiment fun, c'est vraiment rigolo, c'est pas prise de tête, et c'est joli, en plus c'est agréable, le plateau il est très grand, en fait je l'ai là à côté, j'aurais peut-être dû mettre la caméra du dessus, mais il y a tellement de bazar de jeux sur la table, par-dessus, mais c'est pas... Ouais, et oui, c'est ça, tu résumes un petit peu, effectivement la ZDJ c'est un jeu de pichenette un peu déguisé au final, de pétanque revisité. Voilà, c'est un petit peu ça, de la pétanque un petit peu avec des palets, des jetons de poker sur table. Mais ouais, c'est très rigolo parce que tu vas vraiment t'embêter, tu vas même pouvoir te louper en fait. Hein. Quand tu jettes un jeton, forcément, tu as une chance sur... une chance sur 2 pour qu'il aille à côté, ou qu'il tombe, hein, ou qu'il roule, etc. etc. Mais ouais, c'est vraiment un jeu assez fun. Hein. On a passé un très bon moment, donc on y joue à 4 cet après-midi. Pour rester donc, comme je disais, sur les jeux d'ambiance.
avec The Same Game, voilà, donc là c'est pareil, on y a joué à 2, nickel, ça marche très très bien. Eh bien on va y jouer cet après-midi également à 4, il se joue de 3 à 6 joueurs, c'est marqué 3 à 6 joueurs sur la boîte, on y a joué à 2, il y a une petite, on va dire une petite variante, mais en fait ça change rien du tout. C'est un jeu coop dans lequel on va essayer de faire deviner. On va pas faire deviner un mot, mais on va essayer de deviner quel est le lien, en tout cas, entre deux objets. C'est pas facile à pitcher, mais admettons, vous voyez, je tire une carte, c'est la roulette à pizza. Je vais avoir un piège, un numéro que je vais... en fait, ici, là, ça se soulève, dans lequel je vais marquer un numéro piégé, pioché au hasard en début de manche. Donc, il faut que je trouve... Les autres joueurs doivent trouver le lien entre une roulette à pizza et un monocycle. Donc, le monocycle, c'est moi qui l'aurais écrit. Et donc, il faut qu'ils trouvent quel est le lien entre les deux objets. Donc, le prix, le poids, la durée d'utilisation et le mouvement qu'on voit ici. Et le mouvement, en fait, c'est celui qui s'y rapproche le plus. C'est celui qu'il ne faut pas découvrir. Puisque vous voyez que là, c'est le jeton qui est côté piégé. Donc, il y a des gobelets. Toute la mise en place est un petit peu, on va dire, le jeu est scénarisé pour que ce soit vraiment un jeu d'ambiance. Donc, c'est plutôt avec du matériel assez fun. Donc, le jeu en lui-même est tout bête. Mais tout ce qui est autour, en fait, tout ce qui est la scénaristique, j'ai envie de dire, du jeu, apporte du fait que ce soit vraiment, que ça devienne un jeu d'ambiance à part entière. Puisque on va soulever cette espèce de petits gobelets pour découvrir si on a raison ou si on a tort, si on s'est planté ou pas. Donc là, vous voyez que le lien entre la roulette à pizza et le monocycle, le joueur s'est dit que c'était le... Enfin, il s'est pas dit que c'était le mouvement, mais en fait, le jeton qu'il a pioché, il y a un système de jetons à piocher, c'est tombé sur le mouvement. Donc à partir de roulette à pizza, il a fallu qu'il trouve un autre objet qui ait le même mouvement que la roulette à pizza. Donc il s'est dit, mais le monocycle. Mais attention, il ne faut pas que ce soit trop identique au niveau du prix, au niveau du poids et au niveau de la durée d'utilisation. Puisque justement, sinon les autres joueurs vont se poser la question, mais le prix, une roulette à pizza, ouais bon là, sur l'exemple, ça tombe plutôt pas mal, puisque effectivement, le prix entre une roulette à pizza et un monocycle, c'est quand même relativement assez différent. Donc forcément, tu vas révéler celui-là. Le poids, une roulette à pizza et un monocycle. Bon, mais forcément, tu te dis qu'une roulette à pizza, c'est tout léger. Un monocycle, c'est quand même un petit peu plus lourd. Même si j'ai pas d'idée combien peut peser un monocycle, je sais pas, je dirais quoi. Un monocycle, déjà, ça n'existe plus. Mais je sais pas, une bonne dizaine de kilos. Franchement, un monocycle, ça doit... Allez, 10 kilos, on va dire. Une roulette à pizza, ça fait quoi 100 grammes. Et la durée d'utilisation, bon, je sais pas, mais bon, bref, tu dis bien que par déduction, le mouvement, c'est quelque chose qui roule, donc forcément, ça sera celui-ci. Et c'est pas si facile que ça, en fait, parce que c'est cette logique de trouver quelque chose qui a le même lien, mais c'est ce qu'il faut pas le découvrir, en fait. C'est qui doit être découvert en dernier. C'est un petit peu une mécanique... Pas découvert du tout, effectivement. C'est ce qui doit sortir et qui doit rester à la fin. C'est cette mécanique un petit peu qui, pour moi, pour mon cerveau, est assez... pas compliqué, mais à contresens. J'ai l'impression que j'ai toujours fait un contresens un petit peu à la Similo. C'est-à-dire que je te montre quelque chose qui ne ressemble pas, il faut que tu trouves quelque chose qui y ressemble. Tu vois ? Et évidemment, le premier tour qu'on a fait, je suis tombé en plein dedans. Le premier truc que j'ai découvert, c'était pour moi ce qui était le plus logique, mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut dévoiler ce qui ne se ressemble pas. Voilà. Et cette logique, pour moi, c'est toujours très compliqué.
Alors je sais pas si c'est lié au cerveau gauche, au cerveau droit, il y a des trucs comme ça un petit peu, mais c'est bizarre. Est-ce que ça vous le fait, vous, de votre côté, sur des jeux comme ça, un petit peu de logique, si vous avez déjà joué à Similo ou à The Same Game, c'est-à-dire qu'on vous donne une information et il faut que vous trouviez l'inverse de l'information qu'on vous a donnée. Et même en essayant de l'expliquer, j'ai du mal parce que mon cerveau ne veut pas. Je sais pas si c'est l'esprit de contradiction. Alors la ZDJ, je sais que vous avez beaucoup aimé The Same Game. Euh, et il tourne très bien à deux, effectivement. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils ont marqué 3 à partir de 3 sur la boîte parce que à deux, bah, ça fonctionne très très bien au niveau de la. Alors ils disent qu'il y a une variante, mais bon, en fait, il suffit de faire la mise en place avec quelques cartes qui vont être mises en place en début de partie, donc tu détermines le nombre de manches que tu vas faire. Nous, on a fait 6 cartes, donc on a fait deviner 3 mots chacun, tout simplement, et après on regarde notre scoring à la fin. Mais bon, c'est du jeu d'ambiance, à la limite, j'ai envie de dire, le scoring, on s'en fiche toujours un petit peu. Mais voilà, comme je disais, c'est ce jeu un petit peu scénarisé avec le matériel qui fait vraiment un jeu d'ambiance. À deux, tu discutes juste avec toi-même. Ben voilà, exactement. En sachant que celui qui doit faire découvrir le monde ne doit pas dire quoi que ce soit. Donc, quand tu joues à deux, c'est plutôt rigolo. Tu fais un monologue sur ah oui, mais celui-là, c'est pas le même prix, donc voilà. Non, non, mais très fun. Donc c'est pareil, ça, celui-ci, je pense on va y jouer dans l'après-midi ou dans la soirée. À plusieurs. Je vous en reparlerai lundi pour avoir mon avis un petit peu plus approfondi dans le débrief ludique. Prochain jeu, c'est alors Survive the Island Monster Pack. C'est pas un jeu, c'est l'extension pour ce très très bon jeu Survive the Island. C'est une réédition de Survive the Island qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, ça aussi, c'est plutôt fun. On a passé un très très bon moment. On y a joué à deux. Et bien là, arrive une extension qui va permettre ça amène des nouveaux monstres et donc forcément des nouvelles tuiles. Moi j'ai envie de découvrir ce monstre là, cette espèce de ptérodactyle là qui va voler avec des nouveaux pouvoirs. Moi je veux jouer à ça. J'avais adoré Survive the Island, cette espèce de jeu comme ça où je vais peut-être aller sur la page du jeu tout simplement pour vous montrer quelques photos. Hop, si je fais ça, voilà. Ah ben voilà, nickel. Donc on a une petite mise en place comme ceci, qui est plus ou moins aléatoire et en fonction du nombre de joueurs, avec des tuiles de différentes couleurs, et en fait elles ont différentes épaisseurs, c'est très malin. Et donc on a... là, c'est pas vraiment une mise en place, mais bon. On a nos survivants qui sont nos petits jetons comme ça, notre couleur, qu'on va positionner à tour de rôle autour du plateau. Et le but, c'est tout simplement de ramener nos survivants qui sont sur cette île-là sur un des 4 coins du plateau pour tout simplement les sauver. Seulement, c'est pas aussi simple puisque la marée, on va dire, monte et il y a des monstres qui vont popper un petit peu partout. Donc, vous voyez les tuiles qui sont les tuiles de plage, les tuiles sable là en beige, eh bien, ça va être à chaque tour, on va en enlever une. Et quand il n'y aura plus de tuiles sable, eh bien, ça va passer aux tuiles de forêt, les tuiles vertes. Donc, à chaque fois, on retire une tuile. Et en dessous, eh bien, sous cette tuile qui sont recto verso, il y a une action qu'on va pouvoir faire, ou un monstre qui va popper, ou quelque chose qui va permettre soit quelque chose de positif ou de négatif, mais ça on ne le sait absolument pas. Et donc nos personnages comme ça qui sont sur les tuiles, eh bien s'il est sur une tuile de sable et que mon adversaire décide de retourner cette tuile, mon personnage se retrouve dans l'eau. Alors c'est pas perdu pour autant, il peut très bien nager, mais il est plus en proie aux monstres, puisqu'il y a des requins, il y a le kaiju et il y a le serpent de mer, etc. Donc il y a plein d'actions qui font que mes personnages peuvent nager, peuvent monter sur une barque, etc. Bon, et au fur et à mesure, eh bien, l'île en fait elle disparaît, pour qu'il n'y reste plus que 2 tuiles de volcan, qui sont les tuiles
de montagne comme ça, et sur ces tuiles de montagne, il y a 2 volcans. À partir du moment où 2 volcans sont révélés, ou 3, je ne sais plus, eh bien la partie est terminée et on compte combien tout simplement on a de survivants sur le coin du plateau, en sachant que chaque survivant a une toute petite valeur qui est indiquée dessous et on va compter le nombre de points que le survivant indique. C'est-à-dire que si on a un survivant avec marqué 1, c'est pas terrible, mais si on a un survivant avec marqué 10, eh bien c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça on ne le sait pas, parce qu'on les place au fur et à mesure en espèce de tour par tour en début de partie, mais forcément à la fin de la partie tu sais plus le numéro 10 ou le numéro 1 lequel tu l'as mis, s'il s'est fait bouffer, s'il s'est fait défausser, s'il est sur un bateau, s'il est sur l'île, etc. etc. Donc eh bien arrive l'extension pour ce petit jeu là avec de nouveaux monstres qui ont donc des nouvelles façons de se déplacer, des nouvelles façons de popper et de embêter nos adversaires et peut-être même aussi bien nous. On a une espèce donc de ptérodactyle là, comme ça, de dinosaure volant. On a une baleine et on a un kraken. Bah, c'est pas un kraken, mais pour moi c'est un kraken. Hein. Tout ce qui est ces espèces de grosses pieuvres, comme ça, c'est forcément un kraken. Ou alors comme dans Le Seigneur des Anneaux, je sais plus comment il s'appelle, cette espèce de pieuvre là dans le lac en bas de la Moria. Voilà. Bon, c'est un kraken. Voilà, donc il y a une nouvelle extension, enfin une extension qui arrive pour Survive the Unland. Moi j'avais trouvé ce jeu très très fun et très rigolo. De 5 joueurs à partir de 8 ans, 30-60 minutes de partie. C'est un jeu donc de Julian Courtland-Smith et illustré par Lina Cosette, et c'est chez Zygomatic et ça sort, c'est distribué par Asmodée. Alors, tu nous dis, c'est l'extension du premier jeu au final, remis au goût du jour aussi. Les baleines étaient déjà présentes par exemple. Ok. Donc dans le jeu de base, il y avait déjà les baleines sans extension en fait. Bon ben là ils ont fait le petit truc en plus. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'avais jamais joué en fait au premier jeu, mais c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas énormément de modifications sur ce jeu là, si ce n'est les illustrations. On a fait le tour de la sélection des jeux que je voulais vous parler, qui sont donc sortis ce vendredi 14 février 2025. On va faire un petit tour très rapidement. La semaine prochaine, Avio chez Zacatrus. J'ai vraiment envie d'y jouer parce que c'est un jeu de pli qui se joue à partir de 2 joueurs, donc nickel. Le fameux Azul Duel qui arrive, ça il est excellent. 3 petits jeux Battleflip chez Labo Ludique qui ont l'air d'être plutôt rigolos, mais qui s'adressent à un public, jeune public, à partir de 6 ans je crois. Le Django qui arrive chez Cocktail Game, j'avais bien aimé ce jeu là. La Cour de Versailles, New York Medical Mysteries, un jeu d'enquête. Mission Aldebaran, un Monopoly qui arrive. Ce très très attendu Navoria qui arrive le 21 février, ça y est, un Potion Express, je crois que c'est un jeu qui s'adresse plutôt à un jeune public. Rezafa, comment ? Très belle partie par la ZDJ. Oui, qu'ils ont fait une partie de Rezafa sur la ZDJ sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait et explication des règles du jeu et une partie. Rivals, qui est une espèce de deck building, me semble-t-il. On a également Tapas chez Funforge, un jeu abstrait qui se joue à 2 joueurs, qui est plutôt malin, dans la même ligne éditoriale que Donuts. On aura également l'extension pour Hits, la deuxième extension pour Hit de Tunnel Vision et un petit booster pour la Cour de Versailles. Voilà, ça on en reparlera semaine prochaine. Et qu'est-ce qui est sorti il y a un an ? Eh bien, il y a un an est sorti Marabunta, ce jeu de Roll and Divide, comme c'est écrit ici. C'est du split and choose, c'est un jeu de Rainer Knizia.
illustré par Ingrid Desmith. Dans ce jeu-là, c'était avec un plateau central et chacun avec un plateau joueur. Il y avait toute une espèce de petite mise en place pour I Choose You Split, c'est-à-dire qu'il y a des tuiles et des dés. Un joueur actif divise en fait les tuiles et les dés qui sont mis en jeu, et son adversaire va devoir choisir tout simplement un lot de tuiles dés, et du coup je vais récupérer l'autre qui n'a pas été choisi de tuiles et 2D pour pouvoir faire tout simplement mes actions. Alors les tuiles, c'est pas vraiment des tuiles, mais c'est des actions qui vont me permettre donc de cocher sur mon plateau perso et de pouvoir cocher sur le plateau principal, tout simplement pour un petit peu à la façon de comment ça s'appelle, Trek 12, à faire des zones de couleurs, enfin pas de couleurs puisque chaque joueur a une couleur, mais de valeurs. Il faut que ça se suive, il faut faire des zones de la même valeur, etc., etc. Donc ça, c'est sorti il y a un an chez les Space Cowboys dans leur gamme de jeux à 2 joueurs. Plutôt pas mal, je lui avais mis même, vous voyez, je lui avais mis une note de 7 quand même, donc c'était une bonne note. Ça fait quand même plutôt longtemps qu'on n'y a pas joué. Mais c'est ces petits jeux comme ça, voilà, dans cette gamme de 2 joueurs chez Space Cowboy, à l'identique que Splendor Duel par exemple, même format de boîte. Donc ça, c'est sorti il y a un an. Alors, des jeux de livres, oui, ça n'a pas trop plu, il me semble. Ouais, je sais pas s'il a eu beaucoup de succès. Pourtant, il a eu quand même pas mal de pubs, et il est sorti il y a un an, donc peu de temps avant le Festival de Cannes. Donc c'était une sortie qui arrivait à un bon moment, mais après je sais pas si... peut-être que sortir juste avant Cannes un jeu à 2 joueurs, je sais pas, peut-être juste avant Cannes il faut sortir des jeux où tu joues à nombreux, ou en tout cas il y ait quelque chose une ambiance qui se crée autour de la table, puisque ça va être vraiment très représenté sur Cannes. Là peut-être à 2 joueurs, mais il me semble qu'ils avaient quand même pas mal de tables de jeu de Marabunta à Cannes l'année dernière. Donc voilà, après je sais pas, j'ai pas les chiffres de vente. En tout cas, moi ça m'avait bien plu puisque je lui ai mis une note de 7. Est sorti il y a un an également Palm Laboratory, qui est un jeu solo. Celui-ci, je lui ai mis une note de 7. J'avais été très très étonné par ce jeu-là. Je me suis... ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué, mais je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai passé quand même, je me rends compte, pas mal de temps avec ce jeu. Palm Laboratory, donc un jeu en solo, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est chez Nuts Publishing, c'est un jeu de John Mitling et illustré par Magdalena Prosvaska. Et en fait, dans ce jeu, on a toutes nos cartes dans notre main et on joue tout simplement. On peut jouer n'importe où, on peut jouer debout, puisque toutes les cartes, elles sont dans notre main. Et tout simplement, c'est un jeu où on va devoir réaliser des objectifs en fonction d'autres cartes. Vous voyez, donc on a des cartes qui sont verticales. Je l'ai pas là, non, j'ai dû le ranger dans un tiroir. Et on a des cartes qui vont être orientées verticalement, tout simplement. Ces cartes qui sont orientées verticalement, ce sont des cartes de ressources. Là, par exemple, j'ai un engrenage et un cerveau. Et bien, si tu veux, je peux les remettre droite dans le paquet de cartes. Ça veut dire que je les défausse, je les dépense pour avoir une autre carte. Là par exemple, si j'avais une carte avec une carte ressources verticale avec un vert, j'aurais très bien pu remettre ces cartes droites, les remettre à l'intérieur du paquet sans changer l'ordre des cartes, pour pouvoir activer cette carte. Je fais l'action de cette carte là. Par exemple là, celui-ci, ça me dirait de pouvoir retourner la carte ou de la faire recto verso, tout simplement, puisque à chaque fois que j'active une carte, je la remets derrière, ou alors je la pivote pour avoir la ressource, etc. Pour créer un moteur de ressources pour tout simplement réaliser des objectifs, puisque au bout d'un moment, dans le paquet de cartes, il y a une carte qui nous dit: est-ce que vous avez ça comme ressource? Est-ce que vous avez ça comme ressource? Est-ce que vous avez ça comme ressource? Si tu les as, c'est validé, c'est bon.
Donc tu passes une étape, si c'est pas validé, bim, tu perds un point, et du coup il faut que tu recommences. Donc tu sais un petit peu l'ordre des cartes qui est déjà un petit peu dans ton deck de cartes. Tu sais comment tu vas essayer de pouvoir les activer pour pas faire la même connerie que tu viens de faire, pour justement passer ces épreuves, ces étapes. J'ai fait quelques parties, j'ai trouvé ça vraiment très très malin, vous voyez. Au fur et à mesure, on va avoir pas mal de ressources, donc on va pouvoir les défausser, les dépenser pour passer ces étapes. C'était vraiment plutôt très sympa. On a des personnages également qui vont pouvoir venir nous aider, ou on va essayer de les activer ou de les améliorer pour que justement upgrader tout ça. Donc vraiment, si vous aimez les jeux solo, ramasser tout simple, tout bête, qui tient dans la paume de main, moi j'ai passé un très très bon moment, donc je lui ai mis une note de 7. J'avais trouvé ça vraiment très fun. Et donc en plus pour 8 euros, franchement, c'est pas cher 8 euros. En plus c'est un petit paquet de cartes assez conséquent. C'est combien ils disent, 32 cartes. J'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. Parce qu'en fait il y a des espèces de campagnes, de scénarios. Il me semble qu'à chaque fois... Ah ben voyez, les cartes numérotées de 1 à 16 constituent le paquet principal, les cartes A1, A2, A3, donc voyez, il y a vraiment une petite campagne, donc on peut vraiment faire des... voilà, en fait c'est marqué, il suffit de lire. 3 missions, 4 modes, etc., etc., etc. Un jeu solo à jouer n'importe où, dans la paume de la main, de construction de moteur, etc., etc. Donc plutôt très fun. Un peu casse-tête, hein. Tu nous dis un peu casse-tête pour ce jeu-là. Oui, parce qu'il faut que tu te souviennes un petit peu de ce que tu as comme carte et ce qui va arriver. Est sorti il y a un an, Sunrise Avenue également, qui est plutôt très bien, de Rainer Knizia, encore une fois, illustré par Francesco de Benetis. C'est sorti chez Gigamic, à la base Horrible Guild. Dans ce jeu, on va défausser des cartes pour construire des maisons. Ces maisons qu'on va construire en étage. C'est-à-dire que si je défausse une carte de la couleur qui est demandée, ici par exemple si je défausse une carte rouge, je pose un étage de maison. Si j'en défausse 2 cartes rouges, je vais poser 2 étages. Si j'en défausse 3, etc., etc. Et je vais marquer des points en fonction de la valeur du point qui est indiqué ici. Donc si je mets 3 étages, eh bien je vais marquer 3 points. Si je mets ici des cartes jaunes, je défausse des cartes jaunes pour construire des bâtiments ici. Si je mets plusieurs étages, je multiplierai par 2. Ici ça va être par 3. Donc forcément, vous imaginez, plus il va y avoir de points, plus ça va rapporter justement 2 points. C'est pas très très détaillé sur les photos, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça. Par exemple, ici vous voyez que là vous avez un 4 points, donc j'ai plutôt intérêt à défausser plus de cartes pour faire mon multiplicateur plus fort. Et donc à la fin de la partie, il va y avoir une espèce de comptage de points de majorité en fonction des 4 quartiers qui sont aux 4 coins donc, du plateau. Et donc le décompte tout au long de la partie avec les multiplicateurs. Donc, à mon tour de jeu, c'était très simple, hein. Je piochais une ou 2 cartes, je sais plus, pour les ajouter à ma main, et ou alors je jouais des cartes pour mettre mes bâtiments donc de ma propre couleur en fonction de la couleur de carte que je défausse. 6,5, donc ouais, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. C'est un jeu assez familial, 8+, de 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Celui-ci, je l'avais proposé de jouer avec mes collègues qui ne sont pas spécialement joueurs-joueuses, et ça avait plutôt bien marché. Donc c'est des règles qui sont relativement assez accessibles. Voilà pour Sunrise Avenue. Excellent jeu. Il est sorti il y a un an, c'est Traître Mot. Je ne comprends pas que ce jeu-là soit pas dans des tops de jeux d'ambiance et de mots, parce que moi je l'adore. Malheureusement, je sais que ça marche pas avec tout le monde. Parce que c'est un jeu où c'est un espèce de mélange de jeu de mots. Pas spécialement de connaissances, hein, mais où on va essayer de faire deviner ou de dire nous-mêmes un mot qu'on a, puisque c'est des cartes en fait qu'on a
dans notre main. Si par exemple, dans ma main, j'ai des cartes comme ça, et je vais devoir dire le mot Afrique, ou faire dire le mot Afrique aux autres joueurs, à mes adversaires autour de la table. Et donc il y a, à mon tour de jeu, je vais tout simplement dire un mot. Et je vais essayer d'amener donc ce mot dans une espèce de champ lexical autour de la table pour qu'un joueur ou moi-même dise Afrique. Donc si j'ai... il y a un premier mot par exemple qui est mis au centre de la table. Donc le premier mot c'est adresse. Donc il y a ce mot qui est mis au milieu de la table et les autres joueurs donc vont commencer à dire un mot en fonction de adresse. Donc le premier joueur va dire adresse, et bien il va dire, je ne sais pas, je dis poste par exemple pour l'adresse postale ou pour la poste. Et donc à mon tour de jeu, bien, il va falloir que j'essaye d'amener le champ lexical de poste vers Afrique. Donc je sais pas, je pourrais dire camion. Parce que les postiers, ils ont un camion. En me disant, camion, si on reste dans le truc de moyen de transport, peut-être que avion va arriver. Si avion arrive, peut-être que je pourrais dire voyage. Si le mot voyage arrive, je pourrais peut-être dire Afrique. Pourquoi pas? Ou alors que quelqu'un dise, voilà, ou voyage, ou continent, tu vois. Donc il va falloir essayer, tous dans ce déroulement de discussion, juste avec un mot, de champ lexical, de faire deviner son propre mot ou qu'un de ses adversaires dise son mot. J'adore ce jeu, mais malheureusement, j'arrive pas à le sortir très souvent parce que il y a des fois, effectivement, je le reconnais, il y a des fois où c'est tellement loin de ce que tu as. T'as pas qu'une carte en main, t'en as plusieurs, donc tu vois, si tu restes un peu bloqué, tu peux essayer de t'en sortir avec d'autres mots, mais je sais qu'il y a des fois tu peux bloquer, tu peux sécher parce que tu es complètement perdu. Les mots qui sont en train de se dire autour de la table ne sont pas du tout dans le champ lexical d'un de tes mots que tu as. Et tu peux te sentir perdu et du coup, tu vas dire des mots qui ont un lien forcément avec le mot précédent, mais tu vas te faire avoir parce que forcément ça va être un mot que un de tes adversaires aura réussi à te faire dire. Et donc des fois c'est peut-être un petit peu frustrant. Mais avec le fait d'en parler, j'ai envie d'y rejouer. Donc je vais le prendre cet après-midi, on va y faire on va y jouer cet après-midi. J'ai envie d'y jouer. Le fait d'en parler, je trouve ça vraiment... Je le trouve génial ce jeu, je lui mets une note de 7. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas eu le succès, en tout cas de mon côté, qu'il mérite. C'est un jeu qui est édité chez Blue Orange, de Jean-Paul Monet et Ségolène Monet, illustré par Simon Douchy, avec 238 cartes mots, avec 2 mots sur chaque carte. Et il y a des jetons également qui vont permettre de mettre un petit peu de chaos, c'est-à-dire que si quelqu'un pense qu'un adversaire a dit son propre mot, on peut lui balancer un jeton et dire « Ah, toi, attention, tu as dit ton mot secret, tu es démasqué, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. » Moi, je le trouve très très bon, voilà, on va y jouer cet après-midi. Pourquoi tu dis... Alors, attends. On remonte un petit peu. Alors la ZDJ, tu nous parlais de Sunrise Avenue, on est vite revenu, j'avoue. Oui, c'est vrai que bon, on n'en a pas fait 10 000 parties et le jeu n'est plus dans notre ludothèque. Mais c'est un jeu qui est très très agréable en tout cas. On s'en lasse très vite. Non, alors pas très vite quand même, tu exagères, hein, on s'en lasse pas très vite. Hein. C'est clivant. Mais ça va pas. Traître mot, tu nous parles de traître mot. Voilà, oui, effectivement, ça peut être assez clivant. Et les autres joueurs peuvent partir sur carrément toute autre chose. C'est sûr que si tu joues à 10, le temps que tu amènes la conversation et que ça passe, que ça revienne à ton tour, peut-être que ça n'a rien à voir. Voilà, mais ça se joue pas jusqu'à 10, ça se joue jusqu'à 6. Non, mais bon. Punition. Non, mais arrêtez, ça va, la ZDJ. Non, franchement, je le prends à Cannes. Si tu me fais jouer à The Gang, je te fais jouer à Traître Mot. Non, il est très très bon. Je reconnais que ça peut être assez clivant. Ouais. Bref,
Le dernier jeu de la sélection de ce qui est sorti il y a un an, c'est Écosystème Océan. Je ne peux pas vous montrer la boîte parce qu'elle est rangée et j'ai la boîte en anglais qui est Écosystème Coral Reef. C'est dans la gamme des écosystèmes chez Origame avec le premier Forêt, le deuxième c'est Océan et il est sorti récemment Savane. C'est un jeu d'où on va faire du draft de cartes et de la construction de tableaux. Donc l'éditeur original c'est Genius Games, c'est français, en français par Origame. C'est un jeu de Matt Simpson et illustré par Mesa Schumacher et distribué en français par Neolydis. On va drafter des cartes tout simplement, des cartes d'océan, d'animaux et ou de coraux, de plancton, etc. Et chaque carte va avoir un scoring bien particulier en fonction de son placement sur le tableau. Donc par exemple les coraux, il faut qu'ils soient vraiment dans la ligne du bas, le crabe, il faut qu'il soit à côté de tel truc, le krill il faut qu'il soit, là c'est pas bien joué mais parce que je pense que le krill il faut qu'il soit par groupe de 3, le plancton il faut qu'il soit en ligne ou en colonne, je ne sais plus exactement. Le requin, lui, va manger un poisson qui est à côté de lui, qui va donc lui faire marquer des points. La baleine, il faut qu'elle soit tout à fait en haut de la ligne, etc. etc. Et c'est ce qui va permettre donc de marquer des points. Donc on va faire ça en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup 10 cartes. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Sur une première manche, on va avoir 10 cartes. On va drafter 10 cartes avec les autres joueurs. Qu'on va devoir positionner sur notre tableau. On va refaire pareil avec 10 nouvelles cartes qu'on va drafter, qu'on va au fur et à mesure. Donc on aura un tableau de 20 cartes à la fin, on va compter les points. Voilà, c'est le même système dans écosystème forêt, océan et savane, sauf que les cartes n'ont pas tout à fait le même principe de scoring. Là, écosystème forêt, c'était vraiment un scoring très basique. Écosystème océan, on va commencer un petit peu à jouer avec le style, le thème de cartes. C'est-à-dire que vous voyez, certaines cartes ont des petits logos en bas. C'est-à-dire que ce requin-là, c'est un prédateur, il va manger un poisson. Donc peu importe lequel ça peut être, à partir du moment où il a le petit logo poisson, même si c'est un crabe. Voilà, donc on va commencer un petit peu à changer au niveau du scoring pour aller dans écosystème savane où là c'était encore autre chose. Là on va carrément retourner des cartes et en fonction des cartes qui sont retournées on va marquer d'autres points. Donc c'est une gamme plutôt fun, plutôt sympa. Moi j'avais trouvé ça pas mal. C'est bizarre d'ailleurs, mais parce que je l'ai noté, j'ai dû noter la boîte que j'ai en anglais. En tout cas en français elle est sortie l'année dernière. Donc dans la gamme des écosystèmes pour le deuxième du nom en français. Et nous avons fait le tour. On a regardé de toute façon aussi ce qui sortait bientôt. N'hésitez pas. Ok, bonne app ZDJ. À très bientôt, merci d'être passé. De toute façon, on a fait le tour, on a parlé donc de la petite sélection des sorties de la semaine, ce qui arrive la semaine prochaine et ce qui est sorti il y a un an. Avec plaisir, Logan Serval, n'hésite pas à marquer un petit commentaire, n'hésite pas également à aller sur YouTube où il y a tous les replays donc des sorties et également les replays des briefs ludiques qui est tous les lundis soirs à 20h sur Twitch où je parle tout simplement des jeux de société auxquels j'ai joué, où je vais peut-être un petit peu plus en détail, où je vais encore plus donner mon avis et pareil sur MyLudo on va mettre des notes. Donc on a terminé pour cette sélection des sorties de la semaine. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch et sur YouTube. Sinon, je suis le Meeple Vert sur Instagram. N'hésitez pas à venir également. Petit rappel, sur Instagram, il y a de quoi voter pour votre jeu favori de l'année parmi la sélection de l'As Vert.
Et oui, c'est le nouveau label que j'ai créé moi-même, c'est la petite blague. Et en fait, il y a pas mal de votes, je pensais pas que ça allait prendre autant, donc c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir voter pour votre jeu favori entre Flowers, Stickers et Link City. Et à Cannes, lors du Festival international des jeux de Cannes qui arrive dans moins de 15 jours, eh bien j'irai remettre à l'éditeur ou à l'auteur, illustrateur, ça dépend qui sera présent et qui va remporter l'as vert, eh bien j'irai remettre un petit trophée qui sera sensiblement identique à ça, impression 3D by Julien et Phoenix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voter pour votre favori. Sinon, c'est tous les jours en story pour les découvertes et les partages ludiques, les reviews de jeux de société également sur Insta. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon samedi, de bien vous amuser. On se retrouve lundi pour le débrief ludique. En attendant, amusez-vous bien. Salut!